premier cours, on a parlé de l'identité et on a parlé en particulier de l'identité individuelle. De l'identité individuelle, on a vu que l'identité individuelle, c'est une partie de l'identité parce que normalement, on parle de l'identité collective et l'identité individuelle. Et l'identité individuelle, c'est cet aspect qui s'intéresse à la construction de l'individu, à la construction du soi. Donc, quand on parle de construction de soi, de l'individu, on se réfère à l'identité individuelle et on avait dit que cette construction, par exemple, se fait dans l'opposition avec d'autres instances, les instances, l'autre, par exemple, ou l'autrui généralisé, comme on l'appelle. Donc, on avait vu aussi que euh, l'identité, en fait, c'est un concept qui est dynamique et puis, en fait, l'identité n'est jamais statique, ça évolue et ça tient compte de l'environnement social, culturel, de l'histoire, de tout un ensemble qui participe. C'est tout un ensemble c'est tout cela, et c'est tout cet ensemble qui participe dans la construction de l'identité. Donc, on avait aussi discuté sur l'approche plutôt de Kaufman sur l'identité. Et on avait dit que Kaufman considère que l'identité n'est pas une donnée naturelle, par exemple, et l'identité est apparue qu'assez récemment dans l'histoire moderne avancée, et puis l'identité a un rôle politique. Donc, et ce rôle politique dont parle Kaufman se retrouve surtout dans l'art général et par exemple, dans le sport, dans la musique et dans, dans beaucoup, dans beaucoup d'autres aspects. Donc, quand on parle d'identité, en fait, on se réfère, surtout en psychologie, on se réfère à Erik Erikson, d'accord? C'est lui qui a introduit le concept d'identité dans les sciences humaines et sociales. Donc, et la notion centrale chez Erik Erikson, pour parler d'identité, c'est surtout la notion de clarification. Donc, il n'y a pas d'identité sans clarification. Parce que euh, l'acte qui consiste à se questionner, à s'interroger sur son identité, c'est un acte de clarification en soi. C'est-à-dire, quand on parle d'identité pour Erik Erikson, on parle de ce qu'on peut appeler la clarification, on parle en fait, de cette personne qui essaie de se différencier, d'accord, qui essaie de porter certaines clarifications à partir de ce qu'il croit être. D'accord? Donc, l'identité, en ce sens, on peut dire que euh, en fait, toutes les études sur l'identité, en particulier les études qu'Erickson a menées aux environs des années 50, en fait, s'inscrit dans une démarche multiréférentielle. En fait, cette démarche fait converger, on peut dire, en fait, des différentes disciplines telles que la psychanalyse, la psychologie sociale, l'anthropologie culturelle et la sociologie, différents domaines qui sont imbriqués ensemble, qui permettent d'expliquer ou qui participent à expliquer la notion d'identité. Donc, en ce sens, on peut dire que l'identité individuelle, donc pour cerner en fait, ce concept, il faut, il faut comprendre la conception de soi, que la conception de soi demeure en fait fondamentale dans l'étude individuelle. Cela implique quoi? Cela implique que quand on parle de l'identité individuelle, on parle, en fait, la première notion qui nous vient en tête, c'est le soi. Donc, le soi, en fait, se développe chez l'individu en tant que le soi se développe, d'accord, chez l'individu en tant que résultat des relations sociales. Donc, de ce point de vue, en fait, les interactionnistes, d'accord, pensent que, en fait,
le soi fait partie de ce qu'on appelle d'une catégorie, d'accord? En fait, qui est en, qui est en permanente connexion, qui est en connexion permanente avec ce qu'on appelle la vie sociale de l'individu. Donc, donc, pour Duba, par exemple, pour Duba, donc pour Duba, Allô, professeur. Oui, donc donc, étudiant qui sous Telegram, pas attendre. attends-moi. En fait, au cours de la construction s'émerge ce qu'on peut appeler le jeu, d'accord, et qui est en interaction avec ce qu'on appelle des autrui significatifs et généralisés. Donc, en d'autres mots, pour Dubar, par exemple, l'identité individuelle devient un processus purement social. Purement social pour lui, ça veut dire que, par exemple, que l'aspect social est dominant. Mais par exemple, pour Kaufman, par exemple, en fait, ce processus, en fait, n'est, comment je peux dire ça, en fait, n'est qu'une construction, en fait, en même temps subjective, d'accord? Et l'individu essaie aussi d'être soi-même, mais tout en étant, par exemple, dans ses interactions avec les autres. C'est aussi la thèse de Paul Ricoeur, d'accord? Donc, pour dire que l'individu, lui, en fait, est un processus social. Ça participe d'une construction sociale. Bon, en fait, on a aussi vu qu'il est important, par exemple, de comprendre la dynamique de Mead. Et là, je reviens à la question, la question de Gabi Jean, d'accord, qui voulait savoir, en fait, c'est quoi la différence, ou du moins c'est comment ces différentes entités, en fait, comment ces différentes entités se tiennent, et puis qu'est-ce qui se passe, par exemple, entre le jeu et le moi, ou du moins comment on peut les définir, par exemple. Bon, dans les travaux de Mead, il faut dire que le soi constitue une synthèse entre le moi et le jeu. C'est-à-dire le soi, ce serait ce qu'on appelle cet ensemble, d'accord? Et puis, dans cet ensemble, il y a donc le jeu et le moi qui interagissent et qui donnent corps à ce qu'on appelle la construction de soi. Donc, en fait, pour lui, pour moi, Georges Herbert Mead, en fait, le moi est l'individu en tant qu'objet pour lui-même, c'est-à-dire la représentation de ce que ce dernier fait de lui-même. Et cela dans la mesure où il fait sien des jugements, d'accord? Donc, et le jeu, par exemple, se rapporte plutôt, on va dire, à, à des sentiments, c'est-à-dire à des sentiments de l'individu pour lui-même et aux différentes attitudes, d'accord? Que les autres, et des autres qu'il a intériorisées. C'est-à-dire, le jeu, c'est cette dimension du soi qui qui tend vers les autres. D'accord? C'est cette dimension de soi qui tend vers les autres et puis qui nous met en contact avec l'autre. Et puis le moi, c'est cette dimension qui reste un peu euh, très subjectif à l'individu. Donc, en gros, c'est tout cela qu'on avait vu. Et puis, on avait parlé aussi de l'identité narrative. D'accord? Donc, mais juste avant de parler d'identité narrative, on avait dit que l'identité, le pôle individuel de l'identité a pour fonction de rendre compte de la singularité chez l'individu. Et on avait cité les travaux de Danilo Maltocieri, Danilo, en fait, qui parle de ce qu'on appelle la société singulariste dans cet ouvrage. Il essaie de montrer comment l'individu, de plus en plus, essaie de se singulariser, essaie de se construire comme être singulier. D'accord? Donc, on a aussi parlé, je pense,
des différentes écoles, d'accord, qui, par exemple, l'école de Francfort, par exemple, ou l'école interactionniste symbolique. En fait, c'est autant d'écoles de pensée qui théorisent sur l'identité, qui montrent l'importance de l'identité. Par exemple, pour l'école de Francfort, par exemple, il n'y a pas d'identité sans reconnaissance. D'ailleurs, les questionnements identitaires ont pour objet, d'accord, en fait, ont pour objet de, ce qu'on appelle un acte de reconnaissance. C'est-à-dire, ont pour objet l'individu, c'est parce que l'individu cherche à se reconnaître, d'accord? Donc, en fait, l'individu cherche une reconnaissance de la part des autres. Donc, c'est-à-dire l'identité, que ce soit individuelle ou collective, c'est-à-dire c'est soit une reconnaissance de manière collective, d'accord? C'est-à-dire des peuples qui cherchent à ce qu'on puisse reconnaître leurs valeurs, par exemple, d'accord, ou du moins un individu qui, d'accord, est conscient de ses valeurs et qui voudrait que, par exemple, on puisse, qu'il puisse être reconnu pour ce qu'il vaut, d'accord, ou si c'est une femme pour ce qu'elle vaut. Donc, en d'autres mots, c'est-à-dire l'identité, il n'y a pas d'identité en fait, dans la perspective de l'école de Francfort, que ce soit chez Axel Honneth, d'accord, que Habermas, d'accord, il n'y a pas de lieu de parler de, de, d'identité sans reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'un des aspects importants de l'identité, c'est la reconnaissance. On a aussi parlé de l'identité narrative. Vite, vite, fait. Donc, on a dit que l'identité narrative, d'accord, c'est l'un des théoriciens de la théorie narrative de l'identité. C'est Paul Ricoeur, d'accord, qui a théorisé sur l'identité dans l'un de ses textes intéressants, d'accord, qui est passé de présentation, c'est Soi-même comme les autres. Donc, dans ce texte, Soi-même comme les autres, en fait, je cite Ricoeur, il nous dit que la théorie narrative trouve une de ses justifications majeures dans le rôle qu'elle exerce entre le point de vue descriptif de l'action auquel nous nous sommes tenus jusqu'à présent et le point de vue descriptif, d'accord, qui prévaudra plutôt dans les études ultérieures. Donc, pour lui, il y a une triade, par exemple, pour parler de ce qu'on appelle de l'identité narrative ou ce qu'on appelle identité biographique, d'accord? L'identité narrative, d'accord, implique forcément ce qu'on appelle en fait, décrire, raconter et prescrire, c'est-à-dire description, raconter et prescription, c'est-à-dire dans l'acte de raconter une histoire, on l'avait dit que l'individu tente de faire ces trois mouvements en même temps. On essaie de vous décrire une situation, de vous raconter un fait, en fait, un fait auquel vous devez croire, et on vous fait des prescriptions. Donc, et c'est à partir de ces trois-là, par exemple, qu'on puisse comprendre l'importance de l'identité. Il y a deux notions importantes, et là je reviens à la question de Jarreau. Donc, il y a deux notions importantes quand on parle de l'identité narrative, c'est surtout l'ipséité et mémeté. Donc, l'ipséité et mémeté. Donc, au fait, vous le savez déjà, MMET, c'est cet aspect de l'individu, de l'identité individu, de l'individu, bon, de ce qu'on pourrait aussi appeler l'identité digitale, par exemple, des choses qui ne changent pas chez l'individu, par exemple. Et quand on parle de ces choses, d'accord, on parle par exemple de l'empreinte digitale de la personne, d'accord? On parle des yeux, par exemple. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est des aspects qui ne changent pas. D'accord? Par contre, il y a des aspects, par exemple, qui sont changeants, qui tend vers le temps, qui avec le temps, pardon, changent. Donc, ça, c'est l'ipséité, par exemple. C'est la dimension et ipséité. Donc, en fait, ces deux éléments, on va dire que c'est complémentaire pour parler de l'identité euh, individuelle, d'accord, et cela correspond à ce qu'on appelle la permanence dans le temps. Donc, quand on prend ces deux objets, donc, cela permet d'expliquer la permanence dans le temps qui correspond aussi tout au long de l'existence de l'individu. Donc, mêmeté, en fait c'est l'idem du latin, d'accord?
et l'ipséité renvoie à soi-même. D'accord? Donc, donc l'identité MMT représente ce qu'on appelle en fait, ce qui subsiste dans le temps. Donc, c'est-à-dire l'individu, c'est en fait, c'est entre ces deux-là que l'individu en fait, tend vers. Mais maintenant, pour répondre à la question, donc, est-ce que les troubles dissociatifs de l'identité, par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre l'identité, mais non, non, pas du tout, pas du tout, pas, en tout cas pas dans le contexte de Paul Ricoeur, parce que quand il parle de l'identité MMT et identité ipséité, on parle des aspects chez un individu, par exemple, soit qui a changé, par exemple, tel que enfin, qui change, par exemple, tel que les couleurs de vos cheveux pourraient changer, par exemple. Il y a des choses qui vont changer avec toi, avec le temps. Avec le temps, il y a des choses qui vont changer chez toi. Et, en fait, mais il y a des choses qui peuvent pas changer. Bon, on peut prendre un exemple, quelqu'un qui décide, par exemple, bon, de changer son sexe, par exemple. Donc, si la personne change de sexe, c'est-à-dire fait une opération euh, transsexuelle, donc pour changer de sexe, donc le sexe change. Mais par exemple, il y a d'autres éléments qui ne changent pas, par exemple, tels que les yeux, par exemple, ou peut-être les empreintes, par exemple, les empreintes digitales, par exemple, qui ne changent pas. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui, avant, on pensait qu'ils ne changeaient pas, par exemple, le sexe, mais maintenant, on comprend que, par exemple, ça change. Quand je dis ça change, que l'individu pourrait décider de changer de sexe. Et puis, certains pays sont très avancés en ce sens. Et en fait, on peut faire il y a des procédures pour ça. Donc, on change de sexe, on change de nom. Donc, on peut changer. Donc, mais il y a d'autres pays qu'on ne peut pas changer parce qu'on ne peut pas changer, ça, c'est pas changeable. Donc, pour dire que, en fait, avec le temps, on a compris qu'il y a des choses qui changent et d'autres choses qui ne changent pas, par exemple. Donc, c'est-à-dire, on peut se poser cette question, en fait, si on reste dans cet exemple qu'on a pris là, la question de la personne transgenre, par exemple. En fait, la personne transgenre, en fait, euh, en fait, qui décide la personne qui décide de changer son sexe, par exemple. En fait, quand la personne change son sexe, et en fait, la première chose qu'on peut dire, euh, est-ce que, est-ce que cette personne, on peut dire que, par exemple, cette personne, qu'est-ce qui a changé chez cette personne? Parce que la personne n'arrive pas à tout changer. En fait, on peut prendre un exemple simple, quelqu'un qui connaissait la personne avant, par exemple, sa maman ou son papa, par exemple, ou un ami d'enfance, en fait, savait ou avait l'habitude de l'appeler, mettons, Caroline, par exemple. C'était Caroline parce qu'elle était née Caroline, d'accord, dans son petit baptistère, dans son acte de naissance, c'est ce nom qu'elle avait, et en fait, elle était connue comme une femme ou une fille, par exemple. Mais maintenant, en fait, cette fillette, avec le temps qui décide de changer son sexe, maintenant, en fait, une personne qui ne l'avait pas vue avant, sûrement, en fait, pourrait, ou du moins oserait de l'appeler Carline. Mais maintenant, cette personne n'est plus Carline, cette personne devient Robert, par exemple. Donc maintenant, en fait, les personnes qui viennent rencontrer, une personne qui vient de rencontrer Robert, donc, c'est-à-dire connaît cette partie, cette tranche de vie dans Robert, cette nouvelle personne, en tout cas cette personne qu'elle a connue en temps X, d'accord, qui est Robert de sexe, d'accord, je dirais maintenant masculin, d'accord, parce qu'avant, c'était une personne qui était de sexe féminin, mais maintenant, avant, la personne n'était pas trans, c'est intéressant, c'est important de le savoir, elle n'était pas trans, mais maintenant la personne devient trans. C'est-à-dire la personne change en fait, d'identité sexuelle. Donc, maintenant, en fait, si on essaie de réfléchir à partir du paradigme de Ricoeur, en tout cas tout ce que nous avons un peu discuté sur Ricoeur, c'est-à-dire mêmeté, d'accord? C'est quoi cette partie de mêmeté chez la personne? Donc, mêmeté chez la personne ne serait pas son nom, ce ne serait pas son nom, ce serait tout ce que, d'accord? Une personne qui tombe sur cette personne-là, en fait, un individu qui tombe sur cette personne-là, par exemple, en fait, par exemple, quand je te vois Carline, écoute, il y a une partie de Carline qui reste, par exemple. C'est, par exemple, les yeux.
qui reste, même si on fait une opération trans, on ne change pas les yeux, par exemple. Bon, je ne suis pas sûr qu'on pourrait encore changer les yeux. Quand je dis changer les yeux, peut-être qu'on pourrait mettre des verres de contact, mais ça, écoute, les yeux restent des yeux. Donc, il y a la forme du visage, par exemple, en fait, il y a tellement de choses qui restent, par exemple. Les cheveux, par exemple. Donc, en tout cas, il y a une partie qui, quand on voit la personne, on reconnaît que c'est la personne, mais il y a une autre partie, par exemple, qui change, d'accord? Donc, c'est-à-dire cette partie qui change un peu, c'est cette partie, c'était, comment je peux dire ça? Il y a une partie qui change, d'accord, mais il y a une partie aussi qui ne change pas, d'accord, et qui ne changera jamais. Peu importe ce qu'on fait, ça va rester pareil. Donc, on peut prendre l'exemple de Michael Jackson, par exemple, qui s'est métamorphosé avec le temps, mais écoute, il y a une partie qui reste à elle, qui reste à lui-même, d'accord. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, ces composantes de l'identité, en fait, c'est pour expliquer une partie qui change, une partie qui ne change pas. Maintenant, quand on est dans ce qu'on appelle et trouble dissociatif d'identité, on parle en fait, de quelqu'un qui a des troubles d'identité. En fait, c'est-à-dire qui peut, non seulement, qui pourrait par exemple se confondre, ou du moins qui peut être habité par différentes instances que la personne pourrait même les nommer, par exemple. J'ai un exemple comme ça, j'avais vu qui était intéressant. Je pourrais partager avec vous cette vidéo, mais c'était intéressant que c'était une jeune fille qui disait en fait, qu'elle était habitée par différentes instances identitaires, je l'appelle comme ça, en fait, j'ai dit avec plusieurs entités qui habitent cette personne, et cette personne, par exemple, pourrait, à un moment donné, par exemple, se comporter comme ça ou comme ça, et la personne pourrait poser un acte et je vous dis, mais non, c'est pas moi, c'est Jean qui l'a posé. Robert, mais c'est Robert, c'est ce Robert-là, par exemple, habite en moi. Donc là, on n'est pas dans la logique de Paul Ricoeur, d'accord? Donc, parce que l'identité, en fait, mêmeté et ipséité chez Ricoeur, en fait, c'est deux faces, si vous voulez, d'une même médaille, hein, d'accord? D'une même médaille euh, qui explique l'identité de la personne. C'est-à-dire, c'est les deux composantes, c'est comme genre pile face, en fait, d'une pièce de monnaie. D'accord? Donc là, on est dans quelque chose d'autre. Bon, maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais bien commencer par l'identité collective. Si vous êtes à l'aise avec ça, je vais commencer avec l'identité collective. Maintenant, l'identité collective, donc je vais juste arrêter un peu pour avoir deux audios différents. Oui, D'accord. Avant de continuer, je voudrais que vous précisiez pour moi